Bienvenue à tous sur le nouvel épisode de CKR chez Kevin Razi, toujours en bonne compagnie. J'ai mon gars sûr, docteur en sociologie, Hamza qui est avec moi. La fine équipe derrière la caméra comme d'habitude, ma chérie réalisatrice, monteur Gaël. Il y a le showrunner Mourad qui est là. On a au make-up Farajou et suivez-la parce que attention, hein, il y aura bientôt en plus peut-être plein de belles nouvelles à vous annoncer. Mec, il met une pression. Mais je dis pas quoi. Ajoutez-les tous, d'ailleurs vous pouvez même ajouter Gaël KNY parce qu'il y a son émission Mask Off qui est sur YouTube disponible. De toute façon il y a les liens qu'on mettra en description. Et voilà, donc on est en famille à Magny en train de manger des croquettes. Et là, nous sommes donc sur le 7e épisode de la saison 1. On va commencer sur un petit truc que j'ai vu un peu improbable. Ça date d'il y a déjà 2 semaines, mais j'ai ma pote Alika, qui est notre correspondante CKR de Russie, qui m'a balancé ce truc-là. Et il fallait juste que je lui rende hommage parce que quand même, cette news, elle est assez dingue. Elle m'expliquait qu'il y a des jet-setters, influenceurs, chanteurs, rappeurs russes qui ont fait une fête juste avant Noël où le thème c'était presque nu. Et donc, il fallait venir presque nu. Donc, t'as un gars, il est venu genre avec juste tout nu, mais juste avec une chaussette sur son machin. C'était ce genre de costume là, tu vois. Et en fait, ça a fuité, il y a eu des vidéos qui ont fuité et tout. Ils se sont fait dégommer. Ah mais vraiment, parce que t'as tout le monde qui a dit ouais mais on est en guerre contre l'Ukraine et vous êtes là, vous mettez à poil en train de faire de l'opulence. Et bien sûr, le premier truc qui est revenu c'est ouais vous faites des fêtes à l'occidental. Parce que c'est vrai que nous, on fait ça toutes les semaines. Nous, c'est même dans les CE, dans les entreprises, t'as toujours la journée. C'est pas presque nu aujourd'hui. Et donc voilà, ils se sont fait. Mais carrément, il y a un des gars, celui qui avait la chaussette sur le machin. Et figure-toi que lui, il a pris 15 jours de prison. À la russe. Ça veut dire que ça. Et ouais, ça va. Et les autres, il y en a un carrément, il s'est fait enlever d'une affiche d'un film qui devait passer au Nouvel An. Ah oui. Ils l'ont remplacé direct, ils ont dû faire leur mea culpa, machin. C'est chaud pour leur gueule. Et voilà, donc je me suis dit, décidément, on s'y attend pas, tu vois, qu'il y ait ce genre de bail comme ça en Russie. C'est rare en fait qu'on entend des histoires comme ça. Voilà, donc curiosité. Ouais, et puis il cherche à décompresser, hein, on n'a pas leur en vouloir. Alors je vais pas rentrer dans le sujet, juste je dis Afrique du Sud, là, chapeau, voilà. C'est tout. Non, franchement. Mais j'attends d'avoir la suite des événements pour qu'on puisse vraiment, d'ici peut-être des semaines ou des mois, approfondir. Mais, ou même des années. Mais de voir un pays du Sud comme ça porter ses coronesses face à des pays occidentaux, je trouve ça très très fort. Et ça veut dire qu'il se passe quelque chose en ce moment. Et vraiment, chapeau. Petite news HMD, petite news Alhamdoulilah. Pour commencer, Alhamdoulilah, que Dieu soit loué. Et là c'est marrant. En fait, Damien Rieu, comment on pourrait décrire Damien Rieu? Raciste. Mais c'est censé être un activiste. Ouais. Voilà, ça résume, c'est un activiste d'extrême droite, etc. Et en fait, ce qu'il a fait, Damien Rieu, il a partagé un tweet. Où en fait il montre la construction d'une future mosquée à Montigny-le-Bretonneux d'ailleurs. C'est pas très loin d'ici, qui a atteint plus de 1,5 million de vues. Et en fait, en montrant cette mosquée-là en construction, il y avait une cagnotte pour d'appel aux dons. Et en fait, la cagnotte a explosé grâce à Damien Rieu. Lui, il était là, regardez, ils sont en train de construire une mosquée, et il a partagé le truc, et là tout le monde, merci, tiens, on va mettre des dons et tout. Et donc, une part, carrément, et c'est trop drôle parce que, donc merci beaucoup Damien pour la mosquée de Montigny-le-Bretonneux, franchement t'as donné de la force, merci. Trop fort. Et les messages ils vont tous dans ce sens-là, machallah Damien Rieu, merci au frère Damien Rieu pour le partage, que Dieu te guide, merci pour le partage. On sait pas, Franchement, merci à Damien, il s'agit d'un bon projet pour laisser nos frères musulmans avoir un endroit sain où prier en paix, et tout le monde a dit ça, merci Damien pour Rieu pour le partage, qu'Allah vous facilite et aboutisse le projet. Merci monsieur Rieu, ton action a emmené beaucoup de dons, qu'Allah nous guide. En plus, c'est des dédicaces des dons. Ouais. C'est très de... ça c'est tous les gens qui ont mis des dons, ils ont remercié Damien Rieu. Et merci pour cette belle initiative et bravo à Damien Rieu. Je savais qu'il était en mission, c'est un musulman dans son cœur en espérant qu'il renoue les liens avec son père. Non, ça c'est très drôle. Voilà, donc on aime bien ce genre de petites news. Je vais aborder tout de suite un sujet là qui
a soulevé mon interrogation et c'est intéressant d'avoir l'avis et l'analyse surtout d'un œil expert, d'un œil de scientifique. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu sais, donc on a un nouveau gouvernement. Oui. Gabriel Attal, 34 ans, a été nommé Premier ministre, donc il a constitué son gouvernement. J'ai vu que même la nouvelle porte-parole du gouvernement, c'est une Mauricienne d'origine. Alors j'étais content, puis après j'ai entendu sa première intervention. T'étais moins content. J'étais moins content, on va pas se mentir. J'étais là, ouais, oh non, je suis français. Hein. Il y a donc, il y a Rachida Dati qui revient à la culture. C'est très drôle. Ouais, c'est Rachida Dati. Elle a une fanbase de ouf hein, sur les réseaux. Bien sûr. Parce que toutes ses interventions face à Hidalgo, etc., à chaque fois, c'est un strike. Hein. Elle est... Et ouais, elle est très Thug Life. Et en fait, il y a une nomination qui a suscité, mine de rien, l'interrogation de certaines personnes. Parce qu'en fait, Gabriel Attal a nommé son ancien compagnon qui s'appelle Stéphane Séjourné. Bon, apparemment, ils se seraient séparés l'année dernière, mais ils avaient été paxés. Mais ça n'a pas été confirmé publiquement, donc peut-être qu'ils sont déjà toujours ensemble ou pas, on ne sait rien. Mais en gros, il l'a nommé au poste de ministre des Affaires étrangères. Et c'est le seul changement majeur qu'il a apporté au gouvernement. Mais en fait, apparemment, ce qui pose problème chez certains, encore une fois, Séjourné, Stéphane, n'a jamais travaillé un jour de sa vie aux affaires étrangères. Il a débuté sa carrière professionnelle comme conseiller politique de Macron, puis est devenu député européen. Et il y en a qui disent, encore une fois, la France n'est tout simplement pas un pays sérieux parce que le gars fait venir une connaissance, un proche, c'est plus qu'une connaissance, un proche, ils ont été paxés, et il le place, quoi. Et alors qu'il n'a pas de compétences. Alors, moi, j'avoue, sur l'histoire de la compétence, je me dis, bon, en politique, on voit, regarde, Bachelot, elle peut passer du sport à la santé, de la santé au sport. C'est pas un champ bloquant a priori, mais c'est vrai que ça fait un petit peu genre popote. Alors, d'ailleurs, Bachelot, j'ai une anecdote. J'ai mangé une fois à un gala de charité, j'étais assis à côté d'elle. Et en fait, je lui dis, tiens, j'avais une question, Madame Bachelot, comment ça se passe la première fois qu'on est nommé ministre, le premier jour où tu vas au taf? Je lui dis, comment ça se passe? C'est-à-dire, comment tu sais ce que tu dois faire en tant que ministre? Tu vois, genre le day one, t'arrives lundi, t'arrives à ton bureau, comment tu sais? Elle me dit, oh, justement, on sait rien, vraiment. Et c'est même le problème, hein, c'est que quand on arrive, on nous dit rien, on est là, on sait pas quoi faire. Heureusement qu'il y a les conseillers qui sont là, qui savent par où commencer, parce que sinon, c'est vrai que non, on sait rien. Là, je me suis dit, waouh. C'est beau. C'est beau, hein, t'imagines? Donc c'est pour ça qu'au final, même si le mec a jamais goûté aux affaires étrangères, tu te dis il a été député européen, bon, il y a un peu d'étrangers là-dedans. Mais c'est vrai que ça fait trop... je fais monter mes potes, quoi. Littéralement. Mais c'est la définition, c'est par définition ce qu'on appelle le népotisme. On peut prendre trois trucs par rapport à ça. La première, c'est le côté historique. Donc népotisme, ça vient d'une expression latine qui est liée au neveu. Parce qu'en fait, c'est une pratique de pape. On va dire, ouais, la fin du Moyen-Âge, c'est fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, que les papes faisaient une promotion de cardinal à des neveux, qui en fait c'était leur fils. Ah ouais? Ouais, parce que pour ceux qui n'avaient pas le droit d'avoir des enfants, ils disaient, ouais, c'est mon neveu, viens par là. Ah, donc ils avaient eu des enfants? Ouais, oui, il y en a certains, c'était officiel, c'est souvent avec les Borgia d'ailleurs que ça revient. Ah, et ouais, littéralement, littéralement, il y avait vraiment ce truc-là, donc c'était les neveux, etc. Donc il y avait toujours cette expression de « Ah oui, ouais, on a compris pourquoi il est nommé ». Donc ça vient de là. Et en fait, si tu veux, là où c'est super intéressant, et c'est problématique, carrément problématique, si tu veux, et ça pose même la question de la compétence politique à chaque fois. Il y a d'abord le truc de, historiquement, on rapproche cette idée de népotisme, donc ça c'était au début chez le pape, c'est venu dans le monde politique avec les noblesses. Il y avait la noblesse de robe et la noblesse d'épée. En gros, si tu veux, avant, il y avait un truc basique. C'est quand t'étais roi, souvent c'est parce que t'étais un chef de guerre. Toi, t'es un chef de guerre et tout, donc généralement t'as gagné des batailles, t'étais un peu un mec balèze. Et généralement t'es entouré par des mecs balèzes. C'est des mecs d'épée. Ouais. C'est des hommes, tu vois. Des hommes sûrs. Donc t'arrives, forcément, quand tu gagnes et que t'as un royaume, tu les mets bien. Et ils sont autour de toi, et puis t'avais intérêt à ce qu'ils soient forts, dans tous les sens du terme, politique, militaire, machin, parce que comme ça tu maintiens ton royaume.
Mais quand progressivement ça s'apaise bien, ça se passe mieux, et que toi t'as plus trop de trucs à conquérir, donc tu laisses ça à ton fils, et ensuite ton fils il laisse ça à son fils, et après bah, lui il a plus de gars sûrs, il a juste des potes. Et donc là il commence à dire bah venez, je veux bien que vous soyez ministre avec moi, etc. Et là on passe, je le fais vite, hein, on passe de la noblesse d'épée à la noblesse de robe. Et si tu veux, c'est ça le truc, c'est toujours le cheminement où il y avait à un moment donné une nécessité de compétence. Ouais. En gros, le roi, déjà, les rois avant, comme je disais, ils étaient obligés de savoir se taper, de gagner des batailles. Mais quand tu commences à pacifier, bah, à un moment donné, ça sert plus trop à grand chose, ça devient du truc technique. Et là aussi, dans les noblesses de robe, il n'y avait pas que les copains ou la famille, il y avait aussi ceux qui étaient des juristes, des gens techniciens, etc. Et là, tu le vois un petit peu, c'est la même chose avec les énarques, les hauts fonctionnaires. En France, on a fait l'ENA pour ça. On s'est dit, voilà, on va faire l'ENA. Comme ça, en fait, on va apprendre très tôt à des jeunes étudiants à administrer l'État. Et généralement, on se disait, bah, l'idéal, c'est que les présidents, les ministres, les premiers ministres, ils viennent de ce milieu-là. Et bah, ça a fonctionné dans le sens où ça a eu lieu. Mais progressivement, et c'est tout le problème du népotisme, c'est qu'à un moment donné, quand tu ne sens plus que c'est trop nécessaire de gérer des trucs, d'administrer, parce que tu as des fonctionnaires qui le font, bah, tu te dis, bah, je vais mettre les copains. Et il y a plein d'analyses, il y a plein de travaux qui montrent que finalement, bah, c'est limite, c'est-à-dire qu'on est même carrément dans un délire, bah, c'est assimilable à de la corruption, parce qu'au final... Ah ouais, carrément. Ouais, parce que il se passe un truc, c'est que forcément, regarde, un truc tout bête, tu mets un pote, quelqu'un de très proche, tu le mets dans un poste sensible. Il va se passer un double truc, c'est que toi, tu vas le ménager et lui, il va te ménager. Tu vois, il va... et donc, il y a des choses parfois qui vont être sensibles, importantes, bah, elle va pas forcément trop le dire, et jusqu'à ce qu'il va déléguer, etc. Ça, c'est juste le début. Après, ça peut aller très loin sur le fait qu'au final, bah, on gère plus, en fait, on se fait juste plaisir, on donne ce qu'il faut à l'un ou l'autre, et progressivement, tu laisses... Et ça, en fait, c'est ça, c'est que on le voit, quand on parle de la question de la compétence politique, c'est qu'on doit comprendre que le pays s'administre en fait par des fonctionnaires, par des gens techniciens compétents en politique, en droit, comment dire, en urbanisme, etc., en économie, mais qu'au final, bah, les ministres deviennent des postes honorifiques. Et maintenant, pour finir là-dessus, là où c'est dingue, c'est qu'on est probablement dans une des phases les plus sensibles de notre histoire contemporaine, en termes d'affaires étrangères, de diplomatie et... Bah parce que là, il y a des gros dos. Ah mais vraiment, non mais là vraiment. C'est-à-dire que là, c'est pas simplement... En gros, si on était un peu sérieux, c'est pas simplement je vais prendre quelqu'un de compétent. Tu devrais même trouver quelqu'un d'exceptionnellement compétent sur le truc. Donc, bah, là aussi, ça tue tout si tu veux mettre un pote. Parce que, tu vois, t'as le biais. Et ça, en fait, c'est encore... J'ai envie de dire... Allez, on va voir le mauvais côté de la chose. Bah, comprenez bien qu'en fait, il n'y a... Ça confirme ce qu'on disait déjà l'autre fois, bah, il n'y a pas de compétences en fait. C'est parce que OSEF, tout simplement, littéralement. Et la bonne nouvelle, c'est peut-être que les gens prennent conscience bah, qu'à un moment donné, bah, peut-être qu'on n'a pas besoin de ministres, qu'on n'a pas besoin en fait d'un gouvernement. Bah, en fait, c'est ça, c'est que moi, tu vois, il y a longtemps, tu te rappelles, on en avait parlé, je peux le dire maintenant, je peux le balancer, mais il y a un truc qui nous a traversé l'idée un jour, il y a quelques années, c'était de se dire, viens, on essaie de se présenter pour les élections de 2027. Genre, j'aurai 40 ans et tout, vas-y, il y a un truc à faire. Donc, on a créé un groupe WhatsApp, tout part de là. Tout à la... Vraiment, quand on commence un groupe WhatsApp, c'est que voilà, tu vas changer le monde. C'est que tu vas changer le monde. Et en fait, je dis, et ce projet-là, je sais que moi, j'y croyais au moment où on l'a fait. Là, et honnêtement, aujourd'hui, si j'ai plus envie d'être président, c'est parce que moi, j'ai plus envie. C'est pas parce que, genre, on m'a découragé. Parce que, en fait, ce qui m'énervait à ce moment-là, c'est qu'on me dise, mais Kevin, pourquoi tu t'intéresses à la politique? Parce que j'avais même songé me présenter en tant que député, tu vois. Parce que je trouvais que c'était intéressant de me dire que plutôt que de me plaindre de la politique, bah vas-y, on est dans une démocratie. Les élections sont libres, je me présente et si je suis élu, j'ai une tribune à l'Assemblée nationale où je pourrais faire avancer mon idée et celle de ceux que je représente, etc. Je trouvais ça très sain, tu vois, démocratiquement. Et tu verras que dans la tête des gens, quand tu leur dis ça, ouais, non, mais attends, Kevin, t'as pas fait les études de machin. Il n'y a pas d'études pour prendre part normalement à la vie de la cité, au sens grec du terme. Normalement, tu vis tu es en vie dans une commune, bah,
ah, ça y est, hein, tu as ton avis, tu te rends compte que, je sais pas, dans la voirie, il y a des trucs qui fonctionnent pas, tu te rends compte que, tiens, il y a des taxes qui sont très élevées, tiens, on pourrait investir dans ci, ça, et t'as pas besoin de compétences, de diplômes qui te permettent Et en fait, j'en avais marre à chaque fois qu'on me dise, ouais, mais Kevin, toi, tu pourrais pas, machin, bah pourquoi pas. Et moi, c'est pour ça que j'étais très content de voir Rachel Keke. C'est ça, qui est là et qui te dit, moi j'ai été femme de ménage, je gagnais 800 € par mois, donc je peux me permettre de parler. Et les autres, tous autour, ils sont là genre, mais en fait ils ont rien à dire parce qu'ils ont jamais connu ça. Et c'est ça en fait, c'est que vous n'avez pas connu ça. Et au final, si à l'Assemblée il y avait plus de gens comme Rachel Keke, et ben peut-être qu'il y en a qui diraient que ce serait plus la cacophonie et tout. Non, parce qu'au final là on les voit, hein, c'est les énarques qui sont là en train de couper la parole, en train de faire des bruits d'animaux, etc. Enfin ça devient n'importe quoi à l'Assemblée nationale. Et c'est des énarques hein, pour la plupart, hein. C'est pas des gens qui viennent de milieux populaires. Donc ça prouve bien qu'on n'a pas besoin de faire des études particulières pour prendre part à la vie Et donc les prises de décision, pareil. C'est juste qu'eux, ils ont rendu ça technique pour pouvoir être sûr de faire un tamis et d'éviter qu'il y ait trop de monde qui s'intéresse. Tu vois, au début, en fait, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça pose la question. En fait, ça nous permet de nous reposer une question qu'on a posée il y a longtemps. En fait, qu'on croit qu'on a bien traité. C'est-à-dire celle de 1789. La Révolution. À quoi sert un roi? Parce qu'on s'est un petit peu posé la question, il faut lui couper la tête quand même. On s'est dit, vas-y, qu'est-ce qu'on fait? Ça sert à quelque chose? C'est utile ou pas? Ça va faire une bonne comédie musicale. Voilà, exactement. Non mais tu vois, non mais parce que c'est assez fort de se dire ça. Tu vois, faut comprendre les étapes qui ont été franchies et des fois j'ai l'impression qu'on veut plus trop l'aborder parce qu'on se dit ouais, on était un peu ouf, hein, on va se calmer maintenant. Et là, donc t'as ce truc-là. Comme on dit, si c'est la compétence qui consacre le fait que c'est celui qui dirige. Parce que tu vois, c'est ce qu'on dit. On dit le gouvernement gouverne parce que c'est des gens compétents. L'Assemblée vote les lois parce qu'ils sont compétents. Et là, je l'ai déjà dit, c'est absolument faux. Pour déjà 2 raisons. C'est que s'ils sont compétents, ils n'ont pas le droit pour autant de décider. C'est comme si, tu viens, moi je suis une quiche absolue en plomberie. D'accord? Je touche rien à la plomberie. J'appelle un plombier. Le plombier est parfaitement compétent, en tout cas je l'espère, sur le sujet. Donc lui, il va me faire le devis, qui va être un peu salé, il va m'expliquer voilà, qu'il faut faire ça, que ça. Alors là aussi c'est intéressant, à quel point je vais être largué par ce qu'il va me dire. Donc c'est ça aussi, c'est ce qu'on appelle le rapport de infantilisation où t'es un adulte. En gros, mais il t'explique, t'arrives quand même à comprendre. Ah ouais, c'est ça qu'il faut, ah ça va coûter ça, ok d'accord. Mais à la fin, qui est-ce qui décide? La personne concernée. Et là c'est là qu'on parle sur la question du peuple. En démocratie, point, on verra pour la suite, en démocratie, ce sont les personnes concernées qui décident. Et l'ennui, c'est qu'on a pris l'habitude, on a réussi à la rompre en 1789, mais elle est revenue malheureusement, que des personnes non concernées prennent des décisions aux personnes concernées, sur les personnes concernées, et qu'à la fin on a fait, mais moi je voulais pas de cette loi à la base en fait. Les retraites, j'étais pas forcément chaud là pour votre truc. Et tu vois, et après ils te demandent, oui mais le peuple a demandé, quand? Où? J'ai loupé l'appel, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, c'est ça, en fait c'est ça le truc, c'est que compétence, d'accord, oui il faut qu'un pays soit géré par des compétences, c'est logique comme une maison, en fait en fin de compte, mais la compétence n'implique absolument pas le fait de décider. C'est même l'inverse, c'est-à-dire que celles et ceux qui décident, c'est-à-dire le peuple, peuvent s'éclairer par des compétents, de vas-y, ça se passe comment dans le système de santé, ça se passe comment pour l'éducation, ça se passe comment pour l'énergie. On demande, on consulte, les experts, les vrais, qui ont des diplômes, qui ont travaillé là-dessus, ils vont tout te dire, ils vont dire voilà, ça. Ils vont même des fois se chamailler, c'est normal, en disant théorie A, théorie B, et nous on choisit. Et si on se plante, c'est pas grave, on aura assumé, c'est nous qui l'avons choisi. Exactement. Et donc c'est ça en fait le truc, c'est que donc on a réussi à résoudre le problème de pas de roi, on n'en a pas besoin, sauf qu'on l'a progressivement remplacé par une multitude de rois, tu vois, qui sont là, qui sont posés et là c'est la preuve ultime, ils finissent par transmettre à leurs potes, à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Ah mais on n'est pas du tout dans une démocratie. Tu vois, regarde par exemple le 49.3, même si c'est dans la Constitution, parce que tu vois les défenseurs disent oui mais c'est dans la Constitution, si De Gaulle l'a fait, il y a une raison et tout. N'empêche que c'est un déni de démocratie aussi, parce que c'est-à-dire que tu as une idée et que tu la passes. Et idem, quand un truc tout con, par exemple, Mourad, ça c'est quelque chose qui m'avait souligné, et c'est un truc de fou sur les élections. On a besoin de 500 signatures de la part d'élus. Pour la présidentielle. Pour la présidentielle, pour les élections présidentielles. On a besoin de 500 signatures.
Et Mourad me disait, je comprends pas pourquoi les gros partis ont le droit de déposer plus de 500 signatures. C'est-à-dire que tu as les gros partis comme LR, PS, ils vont lâcher des 5000 signatures, 6000. C'est de la confiscation. Ouais, c'est ce qui fait que c'est-à-dire que les autres n'ont pas le droit de les avoir. Et ben ça, pareil, c'est pas de la démocratie. C'est pas de la démocratie. Parce que ça veut dire que toi, derrière, tu vas venir voir le maire de ta commune, enfin, bah non, je l'ai déjà déposé, je suis désolé, je l'ai donné au LR. Bah mais les LR, ils en ont 4000, ils en ont besoin de 500, ça sert à quoi? Et ça, pour moi, tu peux pas dire qu'on est dans une démocratie si ton système, il est comme ça. Enfin, c'est un truc de ouf. Et on est surpris, tu sais, on fait... Alors maintenant, ils font juste semblant d'être surpris qu'on a 70% d'abstention. Mais c'est un truc de fou, quand même. Là où c'est intéressant, je recommande beaucoup de lire Antoine Chollet. C'est un politiste de Lausanne, en Suisse. C'est une raison qu'ils sont en Suisse. Ouais. Parce que justement, parce que là-bas, ils sont sur les systèmes de votation. C'est les gens qui votent. Il explique en plus. Hein, il a fait de bons travaux là-dessus pour une démocratie directe, une plaidoirie sur la démocratie directe. Clairement, je pense que c'est certain, de toute façon, de toutes les manières, c'est le futur. Qu'on le veuille ou non. La démocratie. Oui, parce que déjà, encore une fois, on a les outils, et de deux, ça devient l'évidence. Quand on met quelqu'un qui sait même pas ce que c'est que les affaires étrangères dans le moment le plus sensible des affaires étrangères au poste de ministre des Affaires étrangères, parce que tu imagines, c'est que par contre, t'as plein de gens ultra compétents dans le Quai d'Orsay qui sont là. Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on fait? Tu comprends l'ambiance quand même. Franchement, c'est abusé. Et de l'autre côté, c'est de comprendre ça. C'est qu'en fait, aussi, parce que je sais que des fois des gens ont du mal un peu à y croire aussi à ce côté-là, en ayant cette impression que ça va être le désordre, mais les gens vont pas voter, mais comment on peut savoir, machin. Non, ça va super bien se passer. Il y a des pays qui se sont retrouvés des fois dans des crises institutionnelles où les gouvernements n'ont pas pu être mis en place. La Belgique, plusieurs mois d'affilée, pas de gouvernement. C'est quoi, la guerre civile, ils sont tous morts? Non, ça a roulé. Et c'est ça en fait. Comme les hôpitaux sont gérés par les soignants, les écoles sont gérées par les enseignants. Et au final, en fait, les ministres, ils prennent que des décisions politiques et qui sont malheureusement par l'accumulation du temps, et pour des raisons électorales, et pour des raisons d'incompétence, et pour les deux à la fois, ça devient même des mauvaises décisions où en fait les enseignants doivent réparer, les soignants doivent réparer, et donc on perd du temps à gérer des petites décisions de 5, 10, 15, 20 personnes. C'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Et pour l'Assemblée, on te dit démocratie représentative, vas-y, elle représente quoi? Quel arrondissement parisien? Parce que j'ai du mal à capter en fait. Bien le 6e, le 7e arrondissement, il est bien représenté. Et pourquoi ça serait eux qui en fait vont avoir plus de pouvoir de décision que nous? Oui, mais parce que au début on disait mais parce qu'on peut pas gérer. Bah si, encore une fois, si carrément. Faut juste se donner les moyens. Après, il y aura des surprises, dans le sens quand le peuple va décider des trucs... Ça ira pas dans le sens... pas dans le sens... il y a eu pas mal de petits commentaires qu'on a relevés. Il y a des gens rigolos. El Craquito du Net qui dit, alors, par rapport à Stéphane Séjourné, donc ministre des Affaires étrangères, on sait où il va séjourner. Humour, ça va. On n'a plus le droit de déconner. Faut vous détendre à un moment. Il a anticipé l'embrouille. On peut lire ou pas? C'est quoi, je me tire. Vraiment, il a fait toute la conversation tout seul. Boubou qui dit la déchéance de la France atteint son prime là. On n'est pas... J'aime pas trop l'image qu'on a en ce moment, mais enfin, je dis j'aime pas trop. J'ai vraiment eu une baisse de patriotisme depuis quelques années. Bizarrement, ça concorde avec l'arrivée de Macron. Mais bizarrement, c'est un hasard du calendrier. Mais réellement, c'est vrai qu'on s'affiche de ouf. Non, mais c'est terrible. On s'affiche de ouf. Déjà, on s'affichait de ouf avec l'islamophobie. En France, on refuse d'accepter qu'on a de plus en plus une politique islamophobe, que nos médias sombrent de plus en plus dans l'islamophobie, etc. Déjà, ça, on s'affiche parce que t'as plein d'universitaires partout dans le monde qui disent bah la France, faut tirer la sonnette d'alarme, c'est chaud. Et là, maintenant, politiquement, putain, on est un peu ridicule. T'as un bouquin là qui est sorti très récemment, justement, c'est il y a 2-3 jours, hein. C'est Emmanuel Todd. Bien sûr. Faut l'inviter, lui, un jour. Je pense qu'il est vrai. Mais la défaite de l'Occident. Donc ça t'annonce le truc. Ça t'annonce le truc. Et d'ailleurs, on lui a posé la question. Il dit pourquoi il n'y a pas la France? Il dit parce qu'il n'y a pas la France. En gros, parce qu'il n'y a plus la France. Et il dit la seule présence de la France, c'est moi en tant qu'auteur. Mais sinon, il le dit. Déjà, lui, ça fait super longtemps qu'il expliquait cette dérive en fait de ce qu'on appelle des démocraties aux oligarchies libérales. C'est ça, c'est une oligarchie. Oligarchie libérale, parce qu'ils sont sympas. Tu vois, enfin, plus ou moins sympas, ça dépend. Si tu manifestes un peu trop fort, on devient moins sympa. Mais c'est surtout que on sombre totalement. En fait, on est dans un alignement absolu et total d'un pays qui n'a aucun intérêt convergent avec le nôtre. Hein.
Et ça, en plus, c'est les présidents français qui le disent quasiment à plusieurs reprises. Mitterrand qui disait, mais qui vous a fait croire que les États-Unis, c'est nos amis, en fait? On le sait, même au niveau de la guerre, c'est un allié de circonstance, hein, mais c'est pas... Il y a très peu d'amis aux États-Unis. Je parle au niveau gouvernement des États américains. Donc là, concrètement, et les États-Unis sont dans le déclin, littéralement. Ils sont totalement en train de décliner en termes de puissance. Eux, ils ont une élection cette année. Ouais, élection. Tu vois, on va toujours avoir le même, le même problème en fait. Eux, ils ont un système encore plus fermé que surtout sur le côté présidentiel. Sur le côté local, c'est déjà plus intéressant en fait. Mais sur le côté un présidentiel, non, c'est verrouillé en fait. Mais c'est franchement, tu le dis aussi, mais c'est pas le seul. C'est pas vraiment le président qui gouverne là-bas. On parle d'un système polycéphale en fait, à plusieurs têtes entre le système financier qui est super puissant, le complexe militaro-industriel. La Fed, elle est quasi indépendante, on dirait. Ouais, un peu, il y a un peu. Parce que le président n'a pas le droit de mettre les pieds là-bas, machin. Et puis même les services de renseignement qui sont ultra puissants. Pour de vrai, hein, la CIA, on dirait la Fed, c'est la banque centrale américaine, et en gros, on dirait qu'elle est semi-privée, enfin je sais pas trop comment expliquer leur banque à eux, mais en gros le président n'a pas forcément trop son mot à dire dans la politique monétaire, enfin c'est très, très particulier. Ouais, d'ailleurs c'est vrai que en vrai ça va plus mal, parce que ça évite aussi normalement, le président en fait il est plus, tu le remarques en fait avec son premier ministre, parce qu'il n'y a pas de premier ministre officiellement, mais c'est le secrétaire d'État, c'est surtout le secrétaire d'État en fait, et ses affaires étrangères. Tu vois, c'est là que tu vois que en gros, le président des États-Unis est beaucoup plus porté à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce que c'est les gouverneurs d'État qui gèrent l'intérieur. D'accord. Donc c'est ça en fait. Mais ouais, avec cette élection, mais là c'est pas compliqué. Je peux vous le dire tout de suite, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est plusieurs auteurs, et en l'occurrence Todd. Attendez-vous à voir que des très mauvaises décisions prises par les États-Unis. Et le plus mauvais, c'est de suivre les mauvaises décisions des États-Unis derrière. Ça, c'est pas une bonne idée. Parce que à cause des élections, tu penses que là, ça va être... Pas que. Ah non, c'est une tendance qui est déjà... Un glissement... Ah ouais, littéralement. Ah, intéressant. Il y a Nick Stankovic qui nous parle toujours par rapport à ces journées et à Tal. S'ils ont rompu, c'est pas grave. Ouais. C'est vrai. J'ai failli pas m'en remettre. Mais on était tristes, on pensait vraiment que ça allait marcher. Il y a Yena, ex-conseiller de Chapa, qui dit ça fait près de 2 ans qu'ils ne sont plus ensemble, faut se réveiller. On s'en fout, de toute façon. Et Hugo Cana qui dit népotisme à la French, pour conclure, en fait. C'est exactement ça. Ça, franchement, c'est vraiment honteux. Parce que, comme on dit, avant, on faisait semblant quand même. Tu ne mets pas dans le même gouvernement, tu mets dans un poste un peu plus loin, tu faisais du népotisme éloigné. Tu vois. Mais là c'est... Non, mais ça aussi, il y a un truc quand même qui est très sérieux et qui montre bien la dérive de manière générale aussi de notre politique dans le pays. C'est qu'il y a, ça y est, quand on parlait des dialogues, des débats, etc., même au champ politique, et même en termes de parti, pour ce qu'il en reste, parce que ça aussi c'est une vraie crise, et c'est normal, en fait, c'est logique, vu que c'est abandonné par la population. C'est logique. Et en fait, quand tu vois les scores des partis traditionnels, même pour des sociologues, on est là, quand même, 4,2, mais à ce point. Quand tu remontes juste 5 ans en arrière dans les facs, tu apprends le contraire, le maillage territorial, les assemblées, les conventions, les ligues, etc. Pour le PS, par exemple, tu disais, mais impossible d'avoir des scores comme ça. Si quelqu'un disait ça dans le futur, t'es un fou, c'est pas possible. Et de l'autre côté, tu vois, en fait, on voit que progressivement, la politique se crispe et elle arrive même plus à être dans des logiques de compromis. Et quand tu n'es plus dans la logique de compromis, tu vas plus trop voir chez les autres partis, etc. Alors certains me diront, si, Dati, machin. Mais non, c'est personne ne refuse un poste de ministre. Voilà, parce qu'encore une fois... J'aurais dit oui, ministre des Affaires étrangères, t'inquiète. Et malheureusement, tu aurais été trop compétent, mais comparativement. Je t'aurais pris en conseiller. On se serait tous mis en conseiller. Laisse tomber au ministère. Il y aurait une petite chicha, de la musique, machin, tout c'est le ministère où on vient en basket. Alors c'est comment la crise Ça c'est du Chiapamout, ça. C'était le délire de Chiapa, ça. Mais c'est vrai, tu vois, et donc à un moment donné, tu veux plus travailler, comme on dit, travailler aussi, parce que c'est apparu ça dans le milieu professionnel, dans le monde privé. Le truc de je veux plus travailler avec des gens avec qui je m'entends pas trop. Tu vois, même s'il est compétent justement, mais ça me fait chier, donc du coup qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre lui je le connais, lui c'est mon mari, machin, etc. Parce que tu dis, sauf qu'il y a tellement d'études qui disent, mais ça marche pas.
Ah ouais. Parce qu'il y avait ce réflexe en disant ouais, mais on travaille mieux, parce qu'on se connaît bien. Du coup, non, on était dans la même promo, on était. Ouais. Bah ouais, mais non, en fait, on sait rationnellement, ça marche pas. Non, c'est clair. Après, tu vois, je peux comprendre. Parfois, dans une équipe, tu préfères prendre quelqu'un qui était moins bon, mais qui a envie de bosser parce qu'il a un meilleur mindset, un meilleur mood et tout, que l'autre qui était très bon, mais qui était imbitable, qui est chiant, qui fout une sale ambiance. Mais effectivement, si tu le prends juste parce que toi, tu as une proximité avec, mais qui ne met pas de cœur à l'ouvrage plus que ça, et que c'est juste non, mais moi, je l'aime bien, ah non, ça marche pas. Ça marche pas. Là, l'autre gros thème qu'on va aborder, c'est celui du MeToo stand-up qui est tombé. Ça a été un peu le coup de tonnerre dans le milieu de l'humour. Ça a commencé avec l'humoriste belge Florence Mendès qui a envoyé un message en vrai sur Threads où elle a dit voici les 2 spectacles que je n'irai pas voir et elle avait mis l'affiche de Seb Melia et de Jimo. Et donc elle a dit je vous explique pas pourquoi, etc. Et elle a expliqué pourquoi juste après. Elle explique que voilà, on sait tous depuis longtemps dans le milieu que elle parle de l'humoriste Seb Melia et il a un comportement ignoble, il y a des histoires d'agression, de viol qui l'encadrent, etc., enfin qui le concernent. Et elle a décidé, alors qu'elle sait qu'elle risque aussi d'être attaquée pour diffamation, elle a dit c'est pas grave, j'y vais. Si vous avez des témoignages, balancez-moi, etc. Et elle est passée de 3-4 témoignages à quasi 20. Et là, c'est chaud parce que elle a fait une vidéo, elle était en pleurs, etc. en disant voilà, je suis pas journaliste, je sais que je vais me fermer beaucoup de portes parce que par exemple, elle avait demandé à plus jouer dans les salles qui acceptent de faire jouer Harry Habitant, donc elle perd de l'argent. Elle s'était fait dégager de chez Teva parce qu'en fait, devant chez M6, elle avait vu Darmanin, elle avait crié violeur. Et du coup, ils l'ont virée. Ah non, elle est loin. Mais en fait, elle dit, mais comme on se moquait déjà de Darmanin dans l'émission, de le voir dans la rue et de lui crier violeur, alors peut-être que j'avais pas le droit, etc., mais que M6 me vire, je comprends pas. Et parce qu'on faisait déjà des vannes là-dessus, bref. Donc tu vois, elle a décidé de mettre sa carrière vraiment, j'allais dire en jachère, mais même pas ça, c'est de se mettre en difficulté pour donner la parole aux victimes. Alors moi de mon côté, j'ai orienté une proche qui avait eu aussi une très mauvaise aventure avec Seb Melia. Je lui ai dit bah écoute, parle à Florence, si elle a besoin de témoignage, vas-y. Et j'ai partagé la vidéo de Florence en disant que je soutenais et qu'il fallait, nous en tant qu'humoristes, hommes, qu'on prenne aussi notre responsabilité là-dedans. Pourquoi ? Parce que effectivement, il y a souvent des choses qu'on entend. Et on se dit, bah après, c'est vrai que moi, si je l'entends qu'une fois, bon, j'ai pas de preuves de trucs comme ça, je vais pas me lancer sur un combat. Ce serait stupide et même dangereux, surtout si t'as pas de preuves avérées. Mais là, quand t'as une victime qui t'a parlé et qu'après t'entends qu'il y en a plusieurs, etc., bah c'est important de dire, ouais, il faut faire quelque chose. Faut que ça se suive après au niveau de la justice, ça c'est une évidence. Mais ce que je voulais montrer en partageant ça, et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que c'est important pour moi, c'était de montrer que c'était pas un combat des femmes contre les hommes qui ont des comportements de violeurs ou qui sont violeurs, mais c'était un combat des humains et qu'ils soient hommes ou femmes contre les violeurs et qu'on soutenait. Et c'est pas le but, c'était de montrer que les femmes qui sont dans ce combat-là ne sont pas toutes seules. Et parce que ça nous concerne aussi, on n'a pas envie que ça arrive et on n'a pas envie que surtout les victimes se sentent esseulées et même la plupart du temps qu'elles aient honte de ce qui s'est passé, parce que moi, ma pote, quand elle m'en a parlé, j'étais la première personne à qui elle parlait de cette histoire parce qu'elle avait honte et qu'elle se sentait coupable. Et ça, c'est récurrent dans les cas de viol, d'agression sexuelle. Et c'est pour ça que j'ai partagé. Alors encore une fois, moi je suis pas là pour tirer à balles réelles sur les humoristes qui sont accusés, parce que on est dans un état de droit et on sait que tant que t'es pas jugé coupable, t'es innocent. Donc je suis pas en train de tirer dessus, je suis juste en train de dire les filles, on vous soutient, nous aussi, les hommes, humoristes, etc., qui gravitons dans ce milieu-là, on vous soutient et on entend la douleur des victimes. C'est important que je le dise parce que il faut pas que vous vous sentiez seul. Maintenant, il faut laisser la justice faire son taf, mais c'est vrai que là, on arrive à et c'est ça le problème, voilà, tu vois. Ouais. Normalement, dans un pays qui fonctionne bien, t'as pas à aller afficher quelqu'un sur les réseaux, là, tu vas porter plainte, la justice fait son taf, etc., etc. Malheureusement, en France, le nombre de nanas qui sont allées porter plainte pour viol, pour violence, etc., on les écoute pas.
elles rentrent chez elles, elles se font tuer. C'est arrivé combien de fois ce genre de féminicide? Le nombre de cas comme ça de gens qui sont partis porter plainte pour... Donc au bout d'un moment, je peux comprendre, je peux entendre, je sais pas ce que t'en penses, qu'on en arrive à utiliser des méthodes qui sont pas, j'allais dire légales, parce que c'est de la diffamation quand t'as pas de preuves et que t'affirmes publiquement un tel a violé quelqu'un. C'est de la diffamation si t'as pas les preuves. Mais est-ce qu'on n'a pas que ce... Tu vois, autant il y a quelques années, je t'aurais dit, ah ouais, c'est relou de faire ça, machin. Autant aujourd'hui, quand tu vois comment la justice fonctionne, tu te dis, bah... C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Mais c'est ça, franchement, ça soulève énormément de trucs. Et déjà, en plus, je me demande si c'est même pas seulement aussi de la dénonciation calomnieuse, comme on dit, mais... Ouais, aussi. Mais en fait, ouais, bah déjà, en fait, on a trop de problèmes par rapport à ça, dans le sens où, premièrement... parce que là, faut voir les refs. En fait, ceux qui sont engagés dans ce combat le savent très bien. Et malheureusement, trop peu de ceux qui ne sont pas dans ces engagements sont au courant. Donc ça, il faut vraiment qu'on comprenne et qu'on diffuse. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de travaux, et en particulier sociologiques, parce que c'est la socio qui a le plus travaillé sur ces sujets-là, ainsi que aussi des juristes qui sont un peu engagés là-dessus quand même. C'est de dire que, premièrement, 9 fois sur 10, une femme victime de ce qu'on appelle les VSS, justement, violences sexistes ou sexuelles et sexistes. Donc toute forme de violence, hein, ça va du harcèlement sexuel à l'agression sexuelle et le viol, etc. Eh bien, en fait, 9 femmes sur 10 ne témoignent pas, mais c'est-à-dire jamais. 9 fois sur 10. C'est pour ça que juste d'un point de vue stats, je suis pas un maître des mathématiques, mais juste d'un point de vue stats, quand ça sort, c'est pas, comme on dit, c'est pas de la fumée sans feu, c'est qu'il y a trop de feu là en fait. Là, il y a incendie. Faut se rendre compte de ça en fait. Et parce que précisément, et ça c'est un truc vraiment important, et là pareil, les psys, oui, je les ai oubliés, c'est important, les psys ont fait des travaux aussi là-dessus, un peu moins connus en France, mais ça a pris un peu plus de portée en Amérique du Nord, en particulier au Canada, là, sur les études en psychologie sociale, etc., sur les logiques agressives et tout. Et en fait, parce qu'il y a un mécanisme qui est malheureusement très connu, c'est que toute victime, et là, quelle que soit la nature d'ailleurs de l'agression ou du problème, mais là en particulier pour ce type d'agression, surtout pour ce type d'agression, tout de suite ressent un sentiment de culpabilité. C'est ouf ça. Où tu te repasses des milliards et des milliards de fois la scène dans ta tête, et tu te dis, est-ce que c'est moi qui ai laissé faire? Est-ce que j'aurais pas dû être là? Peut-être que je l'ai laissé croire que c'était bon, etc. Alors que non, en fait, non. Et d'ailleurs, la prédation, hein, donc ces actes que font ces gens-là, ben, en fait, repose beaucoup sur ce mécanisme de, mais si, t'avais envie. Des fois, ils me disent même juste après. Hein. Il fait, ah bah, je savais que t'avais envie de toute façon. Tu vois, c'est pour te remettre le truc, te changer de disque. Tu sais, ils changent la bobine de la vidéo. Ouais, tu vois, ils te disent, ouais, non, mais normal en fait. Et toi, tu doutes de toi-même, c'est délirant, c'est complètement délirant. Et tu rajoutes à ça le facteur de potentiel que juste avant ce qui se passe, vous ayez bu un verre ou deux, machin, donc en plus après t'es encore plus dans le doute de est-ce que j'étais moi-même, machin, c'est chaud, et c'est ça, une manipulation de ouf. Mais c'est un truc flippant, et du coup justement, donc c'est vrai que la question du name and shame, le fait de donner les blazes, etc., ouais, c'est un recours. Alors honnêtement, moi, je considère que c'est très soft, hein. Parce qu'il y en a, ils sont choqués. Ouais, c'est choquant. Ouais, mais moi, après, je suis pour une méthode beaucoup plus radicale, hein. Mais c'est-à-dire que c'est direct, dans le sens où, concrètement, le problème, c'est que, comme la plupart des filles se retrouvent dans des situations où, justement, elles sont désarmées dans tous les points, sur tous les plans. Il n'y a pas que physique, parce qu'on peut penser que c'est que physique, mais c'est pas que physique. C'est-à-dire, même au niveau psychologique, etc., il n'y a pas parce que moi, c'est ça qui me perturbe. C'est la fameuse question de, on touche à ton intégrité physique, même morale et sexuelle, et en fait, tu te retrouves comme si tu étais sans défense. Ça, c'est affreux comme sentiment, tu vois. Et moi, je pense qu'il y a vraiment cette problématique, en fait, d'effets de domination qu'on intériorise. Tu vois, et ça, c'est un continuum qui est énormément lié au pouvoir, en fait, hein, même à la logique de pouvoir. En gros, pourquoi c'est plus les mecs? Parce que les mecs ont un rapport au pouvoir qui est particulier. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas chez les femmes. Ça veut juste dire qu'on a réussi à prendre le monopole, qu'on est majoritaire là-dedans et qu'on s'y sent visiblement vachement bien. Et c'est aussi pour ça qu'il y a toujours ce grand problème de même quand il y a procès, même quand il y a énormément de faits et de preuves, même quand il y a beaucoup de témoignages, à la fin, il n'y aura rien. On arrive souvent à un bilan de « Ah, la condamnation? Ah bah non. Ah bah, mais pourquoi? Bah parce qu'en plus, tu sais, je veux dire... des fois c'est affreux, mais tu sais que même d'un point de vue très légal, bah c'est presque, tu sais, je veux dire, tu peux être, honnêtement, c'est pas pour exagérer, mais tu peux être même le juge le ultra engagé ouf de la question,
des fois, t'es complètement emmerdé parce que mais j'ai pas de preuves. Dans le sens où ils diront, oui, mais la voix de... Bah oui, mais en fait, notre système ne fonctionne pas comme ça. Enfin, franchement, la plupart de nos systèmes. Et ça serait compliqué, d'ailleurs, si ça fonctionnait autrement. Et donc ça, c'est très compliqué. Parce que, là aussi, déjà, celles qui vont porter plainte, c'est archi rare quand c'est le jour même, machin. Donc, des fois, t'as vu, il y a eu des cas, quand on parlait même de Pardieu, des cas de plusieurs années après. Sauf que là, tu peux pas trouver... Et ça arrive souvent parce que c'est normal, il y a un trauma. Mais et t'es d'ailleurs authentique, hein. Il y a même des personnes agressées qui oublient. Mais pour de vrai. Il y a, switch challenge, mais vraiment. C'est possible. Et c'est connu en psycho, hein. Il y a vraiment un effet où à un moment donné, psychologiquement, ça fait un trauma en fait. Ouais, c'est ça. Et tu black out une partie de ta life que tu voulais pas. Et donc là, en fait, justement, donc on est face à un vrai problème où, moi, comme on dit, de toute façon, voilà, t'as un problème en amont et en aval. En amont, il y a un problème, comme on dit, de culture du viol qui est donc lié à un phénomène éducatif. C'est-à-dire que des mecs, et malheureusement, qu'on insiste bien sur une chose, malheureusement, on n'est pas dans une situation où, oui, c'est vrai qu'il y a des mecs. Non, en fait, c'est ça qui est vraiment flippant et révoltant. C'est pas quelques mecs. C'est trop. C'est beaucoup trop. Et c'est pas trop parce que j'en ai marre. Non, c'est trop parce que statistiquement, il y en a trop. Quand il y a eu des chiffres là-dessus, je suis toujours un peu fâché avec les chiffres, il faut vite les consulter, ça se retrouve très vite. On parle d'un ratio de 50%. En gros, comment dire, t'as 50% de chance que des filles dans ton entourage ont été concernées de près ou de loin par une agression sexuelle. Ah bah je te le confirme. C'est un truc honnêtement, je pense que dans mon entourage, il y a peut-être au moins 7 filles sur 10 qui ont de près ou de loin eu une agression sexuelle. Et souvent je l'apprends parce que c'est un incident. Après, et souvent, tu vois, elles vont m'en parler, en me disant ouais non mais voilà, je crois que j'avais 15 ans, je crois que j'avais 16 ans, je crois que j'avais 12 ans, machin. Et en fait je me dis mais c'est une dinguerie. J'ai l'impression que en fait c'est pas une impression, c'est documenté. C'est documenté, c'est flippant. C'est systématique. Et là à un moment donné, clairement, c'est pour ça que j'ai envie de dire sincèrement oui, comme on dit, oui, c'est chaud de balancer, comme on dit, un nom sans preuve. Tu vois, c'est chaud parce que tu te dis, imagine le gars innocent. Sauf que, honnêtement... Les stats, elles sont pas bonnes, hein. Non, mais surtout... C'est comme on shoot, les stats, elles sont pas bonnes. Hein. Je dois vous dire la vérité, et peut-être que, c'est triste, et peut-être que aussi, je vais me sentir un peu coupable, entre guillemets, de ça, mais souvent, quand il y a une affaire qui sort, enfin, là, vas-y, 99% du temps, je suis là en mode... Ah bah ouais, ça m'étonne pas, j'avais déjà entendu des trucs et tout. Alors après, qui suis-je pour me dire est-ce qu'il fallait que j'en parle ou quoi que ce soit? Jusqu'à présent, ça par contre, je suis très honnête là-dessus, j'ai jamais... les noms qui sont sortis de gens qui sont tombés ou alors qui ont été concernés par des histoires de viol, de pédophilie, etc. Et qui ont été... moi j'ai jamais traîné, j'ai jamais travaillé avec des gens, etc. Qui ont été condamnés, machin... Tu vois, alors j'aurais pu les croiser, que après c'est pas ta faute, parfois tu sais pas aussi, parfois t'entends pas les histoires. Ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, parce que souvent les gens qui sont contre les méthodes comme de name shaming me disent ouais mais imagine le gars il a rien fait, etc. Tu sais qu'il y en a qui... malheureusement, j'aimerais donner du crédit à cette hypothèse, mais malheureusement, quand il y a une affaire qui tombe, c'est vrai que on tombe rarement de haut. Bah ouais. On tombe rarement. Enfin, ça arrive super rarement. Peut-être qu'il y a une cabale. Et puis surtout des gens qui vont venir et qui vont dire qui vont se réunir sur un mensonge. C'est assez chaud. C'est que t'imagines parce que moi, mais tu vois, et pour le coup, c'est une nana dans mon entourage qui m'avait dit ça, par rapport à l'affaire d'Harry Habitant, qui m'avait dit. Mais imagine, mais moi je pense que la nana, apparemment c'était sa maîtresse ou quelque chose comme ça. Enfin tu vois, ils avaient un lien. C'était pas la première fois qu'elle venait chez lui. Moi je pense qu'elle a fait ça pour l'argent, etc. Ça doit arriver trop de fois quand t'es connu. Les nanas elles veulent faire ça pour l'argent et tout. J'ai envie de te dire, le nom des gens qui sont tombés, c'est pas des milliardaires. Y a pas et c'est chiant à porter ça. T'imagines il faut vraiment en vouloir à fond si t'as jamais subi de violence pour essayer de faire tomber quelqu'un qui t'a pas violé. Honnêtement, j'y crois vraiment très 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 peu à cette hypothèse-là parce que ça coûte de faire ce que ces personnes-là font. T'imagines ? Ça coûte de fou.
tout le monde sait que tu t'es fait violer, potentiellement. Donc ça veut dire que tu dois porter ce truc-là, etc. Donc si c'est faux, je dis potentiellement, parce que si c'était faux, bah putain, ça t'entache la life pendant combien de temps? Et pour au final, quel gain? On n'est pas aux States, hein. Y a qui en France qui est sorti d'un procès avec quelqu'un qui avait été accusé de viol, une célébrité, et qui était avec 3 millions d'euros sur son compte, etc. On n'est pas aux States, hein. Les grands bacs vont dire, ah, on t'a remboursé tes frais d'avocat, hein, mais... Donc c'est pour ça que, honnêtement, en France, quand il y a des histoires, souvent, c'est des gens dont on entendait déjà des choses, et je pense pas que, tu vois, il y ait de gain derrière pour la victime, présumé de s'inventer ce après il faut dire la vérité, bah, c'est une stratégie de défense, hein. De dire que des femmes inventent ça, c'est une stratégie de défense, parce que c'est des fois ça qu'il faut se dire, c'est que les personnes coupables, elles vont se défendre, hein. Et l'ennui, c'est que d'ailleurs c'est ça qui est marrant, enfin c'est affreux, mais justement pourquoi ça a lieu souvent dans des milieux comme la politique ou les milieux d'artistes? Parce qu'il y a un rapport aussi de domination et de prestige, tu vois, de ce qui renforce ton capital, comme on dit en sociaux. C'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, la personne commence à se sentir un peu trop puissante, et ben à un moment donné, elle a envie de donner de la puissance à je ne sais qui, tu vois, sans lui demander son avis. Et donc ça, à un moment donné, bah forcément, ça fait que ça accumule les gens. Ça accumule ces profils-là. Parce que j'ai vachement envie d'imaginer, de concevoir qu'il n'y a pas que des mecs prédateurs partout. Ça c'est clair et net, mais pardon, mais franchement les stats elles font ultra flipper. Et le truc c'est que j'ai envie de dire qu'une seule chose, au moins sur ce point-là, c'est que mais les mecs, prouvez le contraire, hein. Mais prouvez-le bien, hein. Va falloir faire beaucoup d'efforts, mais prouvez-le bien comme il faut. Et le truc, et que tu vois par rapport à ça, sincèrement, je sais pas quand on parlait, mais le soutien à Depardieu, c'est pareil, tu vois déjà t'as un truc de vous avez vu, c'est pas une question de génération, hein. C'était la vieille école, c'était machin. C'est pas une question d'origine, c'est pas une question de culture, c'est pas une question même de milieu social et économique. Et la vérité, c'est quoi? Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'au plus haut sphère, on dit non, je le soutiens. Comment ça, tu le soutiens? Le mec, il dit des trucs, t'as même plus assez de vomi pour réagir par rapport à ça. Et toi, tu fais ouais, on soutient, c'est impardonnable. Non, mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est impardonnable et inqualifiable. Et que là, en réalité, mais c'est ça qui est rageant. On sait qu'on a trop encore de distance pour régler vraiment ce problème-là. Or, franchement, il va falloir vraiment le régler. Parce que de toute manière, il va se régler d'une manière ou d'une autre. Faut comprendre. Si les gens ils imaginent qu'on va tomber dans un western, ça va faire dire comme ça. Parce que c'est un truc qui est très connu, philosophiquement, qui dit que ce qui se fait par la violence finit en fait par se résoudre par ça. Et c'est ça qui est désastreux et dramatique. Ça va finir en mode Kill Bill. Non, mais c'est le cas. C'est pour ça que c'est le cas qu'on a vu avec les féminicides, justement, où, alors, on n'avait pas pris le bon numéro. Jacqueline Sauvage, celle qui avait tué son mari, mais c'était pas forcément le bon numéro. Mais en fait, dans quel sens dans le sens où, en gros, c'était une adepte de la chasse et tout. Ah oui, d'accord. Donc il y avait peut-être un côté très prémédité, etc. Mais le mec était violent. Donc c'est ce truc où ça s'accumule, en fait. Ouais. Mais il y a vraiment des cas, tu vois, où des femmes, victimes de violences. Et ça, par contre, alors là, pareil, trop de documentation. C'est-à-dire, je n'ai même pas le temps de vous donner les refs. Il y a tellement de docs, il y a tellement de refs de femmes qui, à un moment donné, se font battre par là, pour le cas mari, donc c'est de la violence conjugale, et en fait, portent plainte. Mais des fois, elles ont elles-mêmes peur de déménager, parce que des fois, on leur dit, partez. Et elles peuvent pas. C'est compliqué, hein. Ouais, et des fois même elles disent ouais mais je l'aime, etc. C'est vraiment, il y a des mécanismes comme ça, ce qu'on appelle les mécanismes d'emprise, tu vois. Ouais, d'emprise, ouais, totalement. Et à la fin, ça finit par elles se font tuer. Et dans notre cas, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu as des femmes qui vont avoir une ressource soit dans le moment, soit d'une autre manière, elles vont retourner cette violence en le tuant. Ça finit quasiment systématiquement en prison, hein. Il n'y a pas de légitime défense à ce niveau-là. C'est dingue. Ah oui, il n'y a pas, parce que t'imagines pourquoi? T'es obligé de demander au président de gracier, etc. Oui, ce qui est absolument anormal. Mais tu sais pourquoi? Parce que concrètement, en fait, je vais dire très crûment, se faire taper et tabasser violemment, c'est pas proportionnel avec le fait de le tuer. Voilà. C'est comme il n'avait pas d'arme avec lui, et que, en fait, ça marche pas. Donc si tu le tues, c'est disproportionné, c'est pas de l'autodéfense. Voilà, c'est pas de la légitime défense. Et donc elles finissent vraiment au taux, là. Et elles purgent leur peine, hein. Il y en a plein, hein. Il n'y a pas que Jacqueline Sauvage, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Et donc là aussi, il faudra bien comprendre que tout ce problème-là est vraiment sérieux. Et que quand on dit qu'il faut prendre en compte la parole des femmes, c'est extrêmement sérieux. Et quand on constate qu'il y en a énormément, c'est que c'est que la face émergée de l'iceberg. C'est ça qui est délirant. Et que là, c'est pour ça que quand je disais qu'il y a un travail en amont et en aval,
en amont, c'est qu'il y a un taf éducatif de fou, avec un truc, enfin je le dis très clair, il faut plus jamais qu'on entende des politiciens, que ce soit qui soutiennent, ou qui cautionnent, ou qui valident, ou qui euphémisent des comportements aussi dégueulasses. Déjà quand quelqu'un il dit des choses dégueulasses, déjà ça qu'il y a un problème. Mais en plus, il faut s'imaginer les passages à l'acte, c'est absolument intolérable. Mais on a encore malheureusement beaucoup de chemin à faire. Ah oui, donc tu penses notamment à Macron quand tu étais chez C'est à vous et qu'on lui parle de Depardieu. Je sais pas dans l'esprit, mais c'est grave. Ouais. Bien sûr, c'est super grave. Et que lui, il a accès que sur la partie non, mais c'est un artiste, c'est l'art, machin. Ouais, c'est bien, ouais, super. Ça, c'est un art. Hey, je suis un artiste, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais vous êtes des fous en fait, les gens. Donc du coup, après ils font je vais devenir artiste, tiens. C'est intéressant parce que je peux faire plein de trucs visiblement. Je sais pas ce qu'il valide, c'est de l'art en fait, c'est de l'art, t'inquiète pas. Ouais. Je sais pas ce qu'il lui a pris. La vérité, c'est que c'est des fous. Mais c'est pas encore une fois, c'est même pas que maintenant, c'est un système. Ils n'aiment pas quand on dit c'est systémique, mais bien sûr que c'est systémique. Et si vous comprenez pas, vous avez un problème avec le mot, je vais vous dire c'est organisé, c'est institutionnel, c'est automatique, c'est généralisé, c'est globalisé, tous les mots que vous voulez. C'est un fait majeur de société. Et ceci est absolument impardonnable de ce point de vue-là, mais on arrivera bien à sortir de ça, comme je dis, d'une manière ou d'une autre. On l'espère. En tout cas, c'était important pour moi d'aborder ce sujet parce que là, naturellement, MeToo, stand-up, ça touche mon milieu en tant qu'homme, en tant qu'humoriste. Et je sais que j'ai des potes humoristes, mecs, qui vont pas forcément aimer ce qu'ils ont entendu dans cette vidéo. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait... de toute façon, s'ils ont pas aimé, c'est un problème. Je te le dis. En vrai... moi, je suis agressif là-dessus. Non, mais c'est vrai, c'est que tu si t'as rien à te reprocher, tout va bien. Parce que tu vois, pour moi, de dire, on peut pas dire ça, parce que y en a qui pourraient mentir pour détruire la carrière de quelqu'un, j'ai envie de te dire, donne-moi les exemples. Donne-moi, mais vraiment. Donne-moi les exemples de nanas qui ont détruit des carrières de gens qui étaient innocents. Et il en faudrait beaucoup, hein. Et ouais, pas genre, donne-moi un exemple. Donne-moi plein. Autant que d'exemples de gens qui ont été accusés. Et là, en fait, on pourra dire, j'avoue, il faudra faire attention. Donc si c'est le seul moyen que ces femmes ont pour se faire entendre, écoute, voilà quoi, il faut le faire alors. En tout cas, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous, avec Monsieur Dr Hamza. Et sachez que tous les épisodes, vous pouvez les retrouver en podcast sur Spotify, sur Deezer, sur Apple. N'hésitez pas à noter, à mettre 5 étoiles aussi, ça nous permet de remonter dans l'algorithme, je compte sur vous. Pareil pour les épisodes sur YouTube, de liker, de vous abonner en appuyant sur la cloche et de faire vos petits commentaires. Sachez que, comme vous l'avez vu, en plus on lit les commentaires. N'hésitez pas, on le fait assez régulièrement, un épisode sur 2. On va réagir à vos commentaires qui sont intéressants quand vous m'insultez. C'est pas intéressant, mais quand vous avez quelque chose à dire, ça l'est. Et il y en a plein, honnêtement, il n'y a pas très peu d'insultes, mais c'est intéressant d'avoir vos points de vue, etc. Parce qu'on aborde tous les sujets. On continue, en tout cas, toutes les semaines, on est ensemble et c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Tu as un petit mot pour finir, j'imagine. Ouais, non, déjà, en tout cas, c'est vrai que franchement, merci pour les commentaires, pour ceux qui nous suivent, c'est vachement stylé. Et non, parce que je trouve vraiment, il y a des commentaires qui me frappent. Ça, c'est ta caméra, si tu veux. Ah, c'est là? Ah ouais, là. Habitué. Ça c'est la mienne, mais vas-y, prends tout. non, c'est pour plus sérieusement, c'est les commentaires sont assez intéressants parce que il y a des gens qui réagissent même chaudement et tout, ça c'est cool. Quoi, t'es sur les réseaux sociaux, Hamza? Jamais. C'est fou, jamais. Mais non, mais je regarde ça par d'autres comptes. Mais blague à part, ça me fait penser parce que ça aussi je voulais un peu le dire, c'est on en reparlera peut-être une autre fois, mais il y a ça m'a frappé. Alors ça peut-être parce que les choses vont super vite. Je pensais aussi à une série Marvel en fait qui était vachement bien faite sur ce sujet. Et je me dis c'est frappant parce que elle est bien en fait, elle est même bien sur le côté un peu sournois. C'est Jessica Jones. Parce qu'on en parle dans le bouquin. Jessica Jones en fait ça montre vachement bien deux choses: l'inversion stigmate comme on dit, c'est-à-dire en fait que justement le schéma des femmes faibles, fragiles et victimes qu'on retrouve avec l'exact opposé justement, donc avec la personnalité de Jessica Jones ainsi que sa sœur adoptive, mais aussi le truc de l'image caricaturalement mais bien dosée de l'ennemi en fait juré de Jessica Jones. C'est un gars qui a un pouvoir ultra flippant, c'est qu'il contrôle les pensées en fait. Il contrôle les pensées s'il est à proximité. Et en fait ça symbolise super bien tous les phénomènes de relations toxiques
d'emprise et tout. C'est super bien fait, vraiment. Avec justement comment c'est super dur pour elle de sortir de ça, et qu'il y a la question justement où elle est forte même en termes de violence, mais des fois il n'y a pas que la violence qui fonctionne. Donc ça pose aussi des questions de comment on se sort de ça, comment on arrive à le gérer, et je trouve ça génial. Donc je le recommande vivement si vous la connaissez pas, si vous l'avez pas vu cette série. Je sais plus sur quelle plateforme elle est en ce moment, mais toujours Netflix. Toujours sur Netflix, ouais, parce qu'il l'avait pris, après c'est Disney qui l'a récupéré, on sait pas. Tu vois, c'est ça, ouais. Okay. Ou streamer, ou télécharger, c'est ce que vous voulez. Voilà. Mais voilà, donc c'est à ça que je pensais, et merci. C'est cool, merci à vous d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine.